le webinaire qui concerne la problématique des décret tertiaire et notamment l'évolution réglementaire. On en a eu une là très récemment, et ça fait 2 jours de cela. On verra ça tous ensemble. Et puis on vous expliquera aussi au passage notre valeur ajoutée aussi sur cette partie-là de décret tertiaire. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Mehdi Cherchour. Je suis ingénieur responsable technique national chez Decra Énergie et je pilote aussi l'activité énergie Île-de-France. Et pour ce webinaire, je serai accompagné par mon collègue aussi, Anthony Martel, qui est cadre technique et puis énergéticien, qui est spécialisé principalement dans tout ce qui est production de froid. Donc voilà, en fait, pour revenir un peu sur la démarche et sur ce qu'on va présenter aujourd'hui sur le décret tertiaire. Donc, on va aborder en fait les principes d'application, les objectifs et puis les méthodes de suivi. Et au final, on abordera ensemble aussi le dossier technique à proprement parler. Donc aujourd'hui, avant de se lancer, on va vous présenter rapidement le groupe DECRA. Comme vous le saviez, j'imagine que DECRA, c'est une multinationale. On est présent un peu partout à l'échelle du globe. Donc, on a 46 500 collaborateurs avec un chiffre d'affaires qui est assez conséquent. Euh, En France, aujourd'hui, notre organisation contient enfin, à peu près 3 300 collaborateurs avec 2 000 ingénieurs et techniciens. Et on réalise un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros, avec une forte présence à l'échelle, l'ensemble de l'échelle territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le but aussi de la présentation, c'est vous montrer aussi notre capacité derrière à vous accompagner sur cette thématique et notre capacité aussi à répondre d'une manière concrète et avérée à l'ensemble de vos sollicitations, notamment à une échelle nationale et non pas juste régionale. Donc, comme je disais, par rapport aux principes et applications, on va balayer un peu l'application, comment en fait interpréter la mise en place du décret tertiaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le décret tertiaire concerne les propriétaires, c'est un fait, et puis concerne aussi les locataires. C'est un élément qui est important. Donc, par rapport à ces éléments-là, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement tout le monde est concerné par le décret tertiaire, qu'on soit propriétaire, preneur à bail, et au final qu'on soit dans un immeuble avec une surface inférieure à 1000 mètres carrés ou avec une surface supérieure à 1000 mètres carrés, on est concerné. On verra ça dans le détail dans les slides d'après, mais voilà ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui aussi, par rapport à l'application du décret tertiaire au parc existant. Récemment, il y a eu une évolution réglementaire. Cette évolution a permis de venir en fait actualiser l'information qui était éditée à l'époque de la loi Elan. Et aujourd'hui, au final, on se retrouve avec l'ensemble des parcs, l'ensemble du parc existant qui est concerné. La définition du parc existant, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis le décret tertiaire? C'est qu'en gros, tous les bâtiments jusqu'à date d'aujourd'hui sont concernés. Ça veut dire même les bâtiments qui ont été réceptionnés au jour d'aujourd'hui, en l'occurrence le 28 avril, sont concernés, et pas que. Même les bâtiments qui vont sortir de terre en 2023 seront considérés comme, une fois que il y a eu réception, seront considérés comme des bâtiments existants. Donc vous voyez, avant c'était jusqu'aux bâtiments qui existaient jusqu'à 2018. Et aujourd'hui, ben, ça a évolué et donc c'est l'ensemble du parc, même ceux qui vont sortir, ils vont être considérés et donc soumis au décret tertiaire. Sur aussi l'activité tertiaire en soi, on a en fait un double niveau d'identification de l'activité tertiaire. Il y a où on a un peu d'ambiguïté dans la définition, malgré que les textes sont là pour nous guider. C'est au niveau de l'activité
beaucoup plus l'activité industrielle. Donc c'est là où on a un secteur primaire, un secteur secondaire. Donc il y a voilà toute une définition à faire pour nous permettre derrière d'identifier le périmètre assujettité, parce qu'il y a un véritable sujet sur les surfaces, sur l'assujettissement des éléments dans un site industriel. Par contre, pour les activités qui sont en lien direct avec l'activité tertiaire, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, je pense, pour tout le monde. Et puis derrière, n'hésitez pas à la fin, s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser. Peut-être, je me permets de rappeler un peu la démarche. On aura à passer ensemble à peu près 1 heure de temps. Sur cette heure, on essaiera de faire la présentation sur à peu près une quarantaine de minutes. Et puis derrière, ça va être une séance de questions-réponses. Et je pense qu'il y a mon collègue Anthony Martel qui m'accompagne aussi sur l'animation du décret, qui va potentiellement participer à l'échange et il va aussi au passage faire, je pense, des réponses sur le chat. Donc voilà, sur les activités tertiaires, pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est classique comme activité, donc tout ce qui est bureau, commerce, enseignement et autres, aujourd'hui sont concernés d'une manière directe. D'ailleurs, on peut voir même en fait les salles de sport, les lieux de culture et les gares sont aussi concernés. Après, au niveau de l'évolution réglementaire, on va voir en fait entre l'évolution et l'identification des valeurs de référence par rapport ce qu'on appelle les CAPS, donc les valeurs de consommation absolue. Et bon, et après, bon, par rapport aux références réglementaires, il y a tout un calendrier qui a été mis en place. On verra ça là tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est une petite synthèse, que la naissance du décret tertiaire découle de la loi Elan, donc c'est la loi d'évolution du logement et aménagement numérique, et l'arrêté qui a permis en fait d'enclencher, on va dire, les festivités pour le décret tertiaire, au final, c'est l'arrêté du 10 avril 2020. Donc voilà, on a une petite synthèse réglementaire qui va vous permettre non seulement de mieux appréhender cette évolution et puis derrière aussi de comprendre les échéances à venir. Donc, le décret tertiaire, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, il a été mis en place au 23 juillet 2019. C'est un décret qui est relatif aux obligations d'action de réduction de la consommation d'énergie finale, bien entendu, parce que sur le décret tertiaire, on a cette notion-là d'énergie finale et non pas énergie primaire, comme on a l'habitude de faire, par exemple, sur les audits ou sur les DPE. Aujourd'hui, on est sur une notion d'énergie finale. Pourquoi? Parce que les autorités et puis euh, on va dire les groupes de travail ont décidé de mettre ça dans ce sens pour permettre de mettre l'ensemble des énergies sur le même pied stable et pour permettre au final d'avoir une approche plus juste en fonction de l'ensemble des énergies qui sont disponibles dans un bâtiment. Donc, les principes généraux, c'était déjà dans un premier temps l'arrêté méthode qui est apparu 10 avril 2020 et qui est entré en application et détermine en fait la manière de calculer cette amélioration des performances thermiques des bâtiments. Et c'est en janvier 2021 qu'est apparu le premier arrêté dit valeur absolue, fixant en fait au final la consommation d'énergie maximale à respecter pour en fait la première période. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de valeur absolue, c'est qu'il y aura des décrets au début de chaque décennie. Donc aujourd'hui, ce qui est en cours pour la valeur absolue 2 et 3, c'est que c'est des valeurs absolues qui vont être identifiées et publiées uniquement pour cette période-là, 2030. Et par la suite, au début de chaque décennie, on aura des valeurs absolues pour les valeurs, enfin, pour les échéances à venir. Donc, par contre, pour en fait tout ce qui est consommation relative, donc en pourcentage qu'on vient impliquer, ça, il n'y a pas de, il y a pas de date, ça a été fixé comme ça, et on verra par la suite la différence entre ces deux éléments de calcul. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, donc par rapport à la premier arrêté des valeurs absolues 1. Donc là, il est venu fixer en fait la consommation d'énergie maximale à respecter sur cette première période, donc jusqu'à 2030, pour les bâtiments de la catégorie bureau, services publics, enseignement et logistique.
Par contre, le reste des catégories n'était pas possible, jusqu'à il y a 2 ou 3 jours, n'était pas possible de les calculer en fonction de la valeur absolue. Donc le 2e arrêté valeur absolue, dit valeur absolue 2, est donc apparu au final, le 24 avril. On n'a pas cette information, sur le slide, mais voilà, c'est une information un peu en direct que je vous donne parce que ça a été publié là dimanche et donc on a eu nous une remontée d'informations avant-hier. Donc c'est vraiment une information d'actualité. Donc le 24 avril au journal officiel, donc il vise à fixer en fait les valeurs de consommation en énergie maximale. C'est pareil qu'au final valeur absolue 1, sauf que là il vient répondre à une autre catégorie de besoins. Donc en l'occurrence on trouve généralement les commerces, les musées, les salles de spectacle, entre autres, enfin, la partie secteur hôtellerie et les établissements de nuit et les salles de sport, donc, entre autres. Et bon, techniquement, il y aura aussi un 3e arrêté en valeur absolue qui verra le jour par rapport à nos informations lui cachées d'ECRA et nos différents échanges. On pense que ça va intervenir sur le 2e semestre 2022 et peut-être avant septembre 2022, hein, pour cette partie-là. Ce qu'il faut savoir aussi, les clients ont le choix dans leurs obligations de performance énergétique. Ils peuvent d'une part en fait améliorer la performance énergétique du bâtiment par rapport à une année de référence postérieure à 2010, bien entendu, en atteignant par rapport à cette consommation de référence les fameuses 40%, 50% et 60%. Donc on est à moins 40% pour 2030, on est à moins 50% pour 2040 et puis on est moins 60% en 2050, ce qui est voilà, en soi un objectif très très ambitieux. En fait, ces valeurs-là ont été fixées déjà par la loi Elan 2019, en 2019. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, donc, clients peuvent également atteindre un seuil de consommation en énergie finale qui est, lui, déterminé en valeur absolue. Donc c'est cette valeur-là absolue, ce sont, au final, ce qu'on était en train d'évoquer tout à l'heure, les valeurs absolues en fonction des arrêtés. On a une valeur absolue 1, 2 et puis prochainement peut-être, valeur absolue, 3. Sur le sujet aussi, comment on s'organise pour faire un périmètre d'assujettissement, si, en fait, il y a plusieurs critères pour faire ce choix-là. En préambule, ce que j'ai rappelé un peu en préambule, mais là, tout de suite, on peut voir très concrètement si on est dans le cas où on a ce qu'on appelle une unité foncière qui est supérieur à 1000 mètres carrés grâce à quand on vient additionner en fait au final plusieurs entités qui sont sur la même unité foncière. Et admettons qu'on va sur la même unité foncière, on a 3 bâtiments, on reprend un peu le cas qui est affiché, et dans ces 3 bâtiments, on s'aperçoit qu'on est sur 400, 400 et puis 400 aussi. Donc, si on prend le bâtiment en tant que tel, ben, le bâtiment n'est pas suscité parce qu'il fait moins de 400 mètres carrés. Sauf que la logique dans le décret tertiaire, tel que ça a été défini, excusez-moi, tel que ça a été défini, c'est aujourd'hui, on va additionner ces bâtiments-là parce qu'ils sont concernés par la même unité foncière. En faisant un peu un parallèle aussi par rapport à cette unité foncière, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas uniquement la notion d'unité foncière, parce qu'en fait, il y a un fonctionnement vis-à-vis aussi l'occupation et l'utilisation du site. En gros, on peut se retrouver sur 2 unités foncières. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est si le site est le même, ça veut dire qu'on a 2 bâtiments avec un lien direct. Le site là, il est en fait assujetti au décret tertiaire. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important. Donc il n'y a pas que cette notion-là d'unité foncière, mais il y a aussi une notion de fonctionnement du site. Donc si le site a 2 bâtiments, mais ils sont sur 2 unités séparées, mais ils ont le même fonctionnement, donc c'est considéré comme le même site. Si c'est considéré comme le même site, là, il faut additionner les 2 surfaces. Et si on se retrouve dans le cas de 2 bâtiments, par exemple de 500-500, le fait de les additionner, ça fait 1000.
Et ce cas-là aussi, on est assujetti. Par la suite, on a les sites, on est soit monolocataire, soit avec plusieurs locataires. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le cas où on est sur une surface inférieure à 1000 mètres carrés, sachez que même si vous occupez uniquement 100 mètres carrés dans un bâtiment que lui fait plus de 1000 mètres carrés, et pas forcément c'est vos locaux à vous, c'est des locaux en fait d'autres partenaires ou d'autres personnes, enfin d'entreprises qu'ils occupent. Donc là, sachez que vous êtes concerné parce que l'ensemble du bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés. Par la suite, dans le même bâtiment, admettons que vous occupez des plateaux aussi, et ces plateaux-là, si aujourd'hui vous avez un plateau avec 600 et un autre plateau avec 400, donc on prend un peu l'exemple qui a été cité dans la présentation, là on va s'apercevoir tout de suite que pareil, vous êtes concerné. Donc soit vous êtes déjà propriétaire enfin vous êtes locataire propriétaire dans le sens de la surface, vous détenez une surface avec 600 et 400 et ça vous fait 1000 et vous êtes concerné, soit vous détenez uniquement une surface de 400 mais par le biais de votre implantation dans un immeuble que lui fait plus de 1000 mètres carrés, bah, là aussi, bah, vous allez être concerné par le décret tertiaire. Par la suite, on a un sujet, c'est là où on a un peu parfois une petite difficulté, nos clients ont une petite difficulté, et d'ailleurs on est là pour ça aussi, pour vous accompagner, pour interpréter en fait non seulement les textes réglementaires, et puis derrière pour les mettre en application, ces textes-là. Donc, par rapport au sujet site industriel, ce qu'il faut savoir, c'est l'activité en lien direct avec la partie process, donc la partie production dédiée à l'industrie, elle n'est pas comptabilisée dans la surface des critères tertiaires. Par contre, tout ce qui est logistique, bureau, surface de restauration, ça, ces parties-là sont concernées par le décret tertiaire. Après, on fait une petite entre parenthèses, juste par rapport à la logistique, il y a une notion de logistique en flux tendu, pardon. Et donc cette définition-là en flux tendu, c'est que si vous êtes dans un site industriel avec un flux tendu, la définition d'un flux tendu, c'est quoi? C'est que vous faites du stockage avec une durée inférieure à 5 jours, et donc généralement dans un intervalle de 3 à 5 jours. Donc, vous êtes considéré avec cette définition réglementaire avec un flux, ce qu'on appelle un flux tendu. Et ces surfaces-là ne seront pas comptabilisées dans la partie tertiaire. Maintenant, si vous êtes sur un stockage qui fait 2 semaines, 3 semaines, voire des mois, là, vous êtes concerné, cette surface-là, en tous les cas de logistique, est concernée, elle doit être comptabilisée dans la partie décret tertiaire. Par la suite, bon, il y a des notions, c'est du cas par cas par rapport à la consommation de référence, parce que je vous avoue que moi j'ai échangé avec pas mal enfin, de collègues et de confrères, et c'est un peu ambigu. Moi, je peux vous apporter une réponse aujourd'hui, c'est que par rapport à la consommation de référence pour un site industriel, chez Decra aujourd'hui, on est en mesure de faire ce qu'on appelle une reconstitution de consommation grâce à plusieurs éléments, notamment l'instrumentation et le mesurage, pour en fait venir, entre parenthèses, prédire la consommation de l'espace dédié uniquement à la partie tertiaire. Pourquoi cette problématique? Parce que dans l'industrie, c'est un véritable sujet, parce que souvent dans l'industrie, on n'a pas cette notion de stockage. On a des tableaux de distribution, mais pas de sous-comptage. Donc, on est souvent pour, par exemple, un compteur électrique, ben, on a un PDL et ce PDL ben, fait tout le site. Donc, derrière, pour venir faire le choix de l'année de référence et sélectionner l'année de référence appropriée au site, eh ben, il va falloir connaître la consommation de la partie tertiaire. Et souvent, dans les sites industriels, ce n'est pas le cas parce qu'on ne peut pas la connaître. Donc nous, chez Decra, on a notre propre méthode pour vous permettre derrière de calculer, d'analyser et d'avoir cette information-là. Les objectifs. Donc pour les objectifs, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, par rapport, on a soit un objectif en consommation absolue, soit un objectif en consommation, ce qu'on appelle de référence. Il est important de savoir que par rapport à cette année, déjà, le choix de l'année de référence, il se fait entre 2010 et 2019 pour les bâtiments existants, donc pour ceux qui étaient déjà là et on connaît leur consommation. Par contre, pour les bâtiments
qui n'étaient pas disponibles, ou enfin qui n'étaient pas déjà édifiés ou exploités avant cette date-là, bah, l'année de référence, c'est la première année d'entrée en exploitation. Ça veut dire que si vous avez un bâtiment où vous allez potentiellement louer ou construire un bâtiment et qui va rentrer en exploitation en 2022, sachez que l'année de référence qui va être déclarée sur Opérat, ça va être l'année de la première année pleine d'exploitation. Ça veut dire qu'il va falloir attendre, par exemple, janvier 2022 jusqu'à décembre 2022 pour avoir une année pleine d'exploitation. Et c'est cette année-là que vous allez déclarer autant que telle. Mais par la suite, pour les autres bâtiments, bah, ils auront le choix de faire une analyse pour opter pour une année de référence entre 2010 et 2019, en sachant que l'année de référence doit être calculée par rapport à des variables. Et le fait de choisir et de calculer d'une manière la plus juste possible, on va dire, ça va vous permettre de réaliser un gain qui est pertinent, ce gain, parce qu'en fait, sans engendrer en face un investissement, on viendra juste uniquement grâce à l'année de référence réaliser un gain au niveau de la consommation, parce que souvent, c'est une année là où on consomme le plus, mais attention, c'est pas que l'année où on consomme le plus, c'est pour cela qu'il y a un calcul à faire pour choisir l'année la mieux, on va dire, optimisée. Et l'optimisation, ça se fera par le calcul. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, si on a un bâtiment qui est considéré comme énergivore, donc, le calcul va être orienté vers une consommation en référence et on viendra appliquer les pourcentages, donc à moins 40% en 2030, à moins 50% et puis à moins 60% en 2050. Par contre, en passant à l'objectif, donc à la consommation, ce qu'on appelle les CAPS, la consommation en valeur absolue, donc C pour consommation et ABS pour absolu, donc, ces valeurs-là, c'est ces valeurs-là qu'on a vues tout à l'heure par rapport aux arrêtés qui ont été publiés. Donc, on a un arrêté aujourd'hui, on a deux arrêtés au jour là, au 28 avril, l'arrêté valeur absolue numéro 1 et valeur absolue numéro 2. Et donc, il reste potentiellement un troisième et peut-être un quatrième. Mais ce qui est sûr et certain, c'est déjà avec ces deux arrêtés-là, donc avec les deux catégories qui viennent d'être publiées, je peux vous dire que je pense qu'il y aura peu de soucis parce que ça vient déjà reprendre pratiquement, voire d'une manière assez importante, une proportion assez élevée, l'ensemble des sous-catégories qui sont disponibles. Et sur la valeur absolue, donc 2030, 2040 et 2050, on a mis en place un exemple pour mieux comprendre. Pour un bâtiment qui est performant, sachez que tout de suite, le calcul va être orienté vers le CAPS 2030. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment qui est performant, avec un exemple qu'on a calculé, avec bien entendu des critères pour calculer cet exemple, on peut se retrouver avec un bâtiment performant qui fait aujourd'hui, généralement, les valeurs absolues pour les bureaux, ils vont faire à peu près entre 100 et 115 kWh énergie finale au mètre carré. Donc, dans notre cas, ce qu'on a calculé, c'est 107 kWh. Sachez que si vous avez un bâtiment qui est performant, il se trouve que peut-être vous êtes déjà très près de cette valeur-là. Donc, il va falloir faire un plan d'action avec un minimum d'investissement pour vous permettre d'atteindre ces valeurs. Sauf que si on était dans le premier cas avec la valeur référence, donc en pourcentage, là, ce n'est pas possible d'appliquer cette valeur parce que ça va nécessiter d'engendrer un effort plus important en termes d'investissement. Et donc là, on va privilégier l'effort et le calcul en pourcentage. Donc, pour faire simple, consommation de référence, elle est appliquée pour les bâtiments énergivores. La consommation en valeur absolue, elle est appliquée, le seuil de calcul est appliqué pour les bâtiments qui sont déjà performants ou qui ont juste besoin d'un effort minime. Au niveau des modalités de suivi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, au niveau de la plateforme Opérate, il y a des informations qu'il va falloir renseigner avant la date butoir. La date butoir a été initialement celle du 30/9/2021.
Aujourd'hui, cette date a été décalée et l'échéance qui se rapproche vite, ça va être le 30 septembre 2022. À cette date-là, il va falloir déclarer consommation annuelle par type d'énergie, bien entendu, consommation et faire le choix de l'année de référence. Vous pouvez voir ici dans la présentation, on a mis entre parenthèses justificatif, c'est une notion qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que sachez une chose, que si on fait le choix et on opte pour une année de référence, il va falloir la justifier par les factures. On peut justifier aussi par le tantième quand on est dans le cas où, dans un immeuble où on a une partie des consommations sur un PDL au nom de l'entreprise et l'autre partie est au tantième parce qu'on a pris un bail avec, avec une production, par exemple, centralisée de froid ou de chauffage. Donc c'est pour cela qu'il faut, dans l'année de référence, une fois que cette année a été sélectionnée, il faut être en mesure de justifier aux agents de l'État euh, les factures qui vont témoigner en fait de cette consommation qui a été renseignée. Et puis, il y a un sujet aussi qu'on voit venir et on commence à voir aussi des sujets dans ce sens chez Decra, c'est ces éléments-là qui sont en lien, ces consommations qui sont en lien avec tout ce qui est véhicule électrique. Sachez que soit vous avez mis en place une démarche, soit vous tentez aujourd'hui de revoir votre flotte parce que vu aussi l'évolution réglementaire dans ce sens, les entreprises sont obligées un peu de se mettre en vert et donc de rajeunir et modifier leur flotte, verdir leur flotte. Et dans ce sens-là, sachez que si vous voulez derrière, à la fin de chaque année, justifier et venir en fait déduire la consommation des véhicules électriques, sachez que le sous-comptage est indispensable. Sinon, ça ne va pas être possible de déduire cette consommation et il vous faut absolument un sous-comptage. Donc sachez que dans vos immeubles tertiaires, si vous voulez déduire votre consommation électrique générale de celle enfin, la consommation en véhicule électrique, il faut mettre un sous-comptage. Donc, techniquement, on va venir renseigner au final les consommations pour l'année 2020 et l'année 2021 et déclarer l'année de référence et faire aussi le calcul de cette année de référence. Donc tout ça doit être fait en plus d'informations sur la surface, les indicateurs d'usage, ça veut dire en fait les temps de fonctionnement, les occupations moyennes sur l'année. Donc tous ces éléments-là doivent être renseignés au plus tard 30/09/2021, 22, excusez-moi. Sur le dossier technique, quand on élabore un dossier technique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le fait en lien avec plusieurs approches. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, chez Decra, quand on conçoit un dossier technique, on s'intéresse à l'ensemble du bâtiment. Ça veut dire qu'on s'intéresse à l'enveloppe, donc à la performance de l'enveloppe. Donc, quand on parle d'enveloppe, on parle souvent d'isolation, on parle souvent de qualité intrinsèque au vitrage, à la performance des vitrages. Et puis on parle aussi, ça souvent on oublie un peu de le citer, on parle aussi de la qualité de la conception bioclimatique, parce enfin, il faut savoir que parfois, grâce à une bonne analyse bioclimatique, on peut venir réduire la consommation de la climatisation grâce à l'intervention. Parfois, c'est des interventions qui ne sont pas très compliquées à mettre en place pour venir baisser la charge thermique dans les bâtiments. Donc, on analyse l'enveloppe dans sa globalité, dans sa totalité. Et puis, il y a le second thème qui est très, très important aussi, c'est la performance des équipements. Cette performance des équipements, c'est qu'aujourd'hui, nous, on vient sur site analyser le comportement, le fonctionnement. On le fait aussi par le biais de la mesure. Il faut savoir chez Decra aujourd'hui, comme on a pu le voir tout à l'heure, on va arrondir, on est une quarantaine d'ingénieurs énergéticiens, voire un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce réseau-là, on est deux RTN, donc qui pilotent le réseau énergie. Et puis, on a aussi des spécialistes. À titre d'exemple, hormis en fait ma casquette de responsable technique national, moi je suis en charge des sujets de photovoltaïque. Anthony Martel, qui m'accompagne aujourd'hui, lui est expert dans toutes les problématiques en lien avec la production de froid.
Donc, dans le réseau, on a 4 ou 5 experts par métier, notamment la GTC, la STD, la simulation thermique dynamique, le photovoltaïque et la production de froid. Par la suite, voilà, en revenant au dossier technique, au passage, on a aussi les 2 premiers thèmes c'est des thèmes qui sont très, très importants et généralement, c'est les thèmes qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs, mais on sait qu'on peut venir chercher quelques pourcentages, donc parce que le contrôle, la gestion, l'exploitation, c'est des sujets qui sont très, très importants. Aujourd'hui, on est pour le décret tertiaire et en dernier lieu, j'ai envie de dire, en dernière étape, on a aussi l'adaptation des locaux et surtout les aspects, les pistes comportementales, ça veut dire le comportement des collaborateurs et vis-à-vis la consommation et l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Donc, par rapport au plan d'action, chez DECRA, aujourd'hui, nous, on vient mettre en place un plan d'action pour satisfaire à l'ensemble, de la démarche, décret tertiaire. Heu, Souvent, on commence à avoir un retour d'expérience. On sait que le premier plan d'action, voire même le deuxième, mais essentiellement le premier plan d'action, celui de 2030, est le plan d'action le plus important. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire -40%, techniquement, atteindre les -50 et les -60%, ça va être très faisable. Mais, tout le sujet technique et j'ai envie de dire, en fait, la capacité technique doit se jouer et doit faire preuve, en fait, on doit faire preuve d'intelligence et au niveau de la conception et au niveau aussi de l'audit sur site pour déceler les bonnes pistes pour atteindre les -40%. Donc, voilà, nous, chez DECRA, aujourd'hui, on fait en sorte de mettre en place un véritable, plan d'action sur 2030 parce qu'on sait que c'est très pertinent et puis derrière, sur 2040 aussi dans la continuité et sur 2050 en fonction comment le client se projette, on met en place aussi des pistes. Donc, voilà, on est capable de générer un plan d'action complet pour répondre aux 3 échéances. Aujourd'hui, voilà, par rapport, dans la même, on va dire, continuité du décret tertiaire, il faut savoir qu'on est capable de vous accompagner, du début de la prestation jusqu'à la fin de la prestation, c'est-à-dire en passant par, l'analyse, l'étude, le calcul de l'année de référence, l'état des lieux, l'expertise et audit sur site et en passant aussi faisant aussi l'étude énergétique et au final, bon, le plan d'action qui sera, rédigé pour atteindre les objectifs. Et quand on parle de dossier technique, en fait, le dossier technique, à l'intérieur de ce dossier-là, on a l'ensemble de la démarche, donc analyse, calcul et plan d'action. Et puis, on a un élément aussi sur la possibilité de faire aussi, un plan d'action qui sera lui modulé. Pourquoi modulé? Parce que dans la réglementation, on sait qu'on a des enjeux, d'ordre technique. Donc, quand on parle d'ordre technique, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec, par exemple, avec des pathologies. Si on vient mettre en place, une démarche, un plan d'action et il s'avère que ce plan d'action va générer une pathologie, dans le bâtiment, donc, dans ce cas-là, on sera en mesure de moduler les objectifs. Ça veut dire au final, ce qu'on avait vu ensemble, tout à l'heure, les -40% d'énergie, ça ne va pas être au final 40%. Ça peut être par exemple 30 ou 30 35 ou 30%. Et pour justifier aux agents de l'État qu'on n'était pas en mesure d'atteindre les -40%, donc il va falloir mettre en place dans le dossier technique une note complémentaire qui va justifier la non-atteinte des objectifs, et le risque qui est encouru et ce qui empêche au final d'atteindre ces objectifs. Donc on a 3 niveaux, soit, un problème vis-à-vis de l'urbanisme, si on est sur un site, par exemple avec des façades classées et on sait pertinemment qu'il y a un véritable sujet d'isolation et sauf que, il s'avère qu'on ne peut pas en fait mettre en place cette isolation pour, voilà, parce que les architectes bâtiments de Paris, ne vont pas donner l'accord parce qu'il y a X et Y choses qu'au final, on sera amené à respecter. Et on a le volet technique qu'on a vu pour plusieurs phénomènes.
Donc là, on peut générer des pathologies qui vont au final nuire à la stabilité ou à la santé à la santé aussi des usagers, parce que derrière, si on isole et on génère en fait on génère de la moisissure, voilà, par exemple, on va venir détériorer la qualité d'air. Et donc voilà, il y a plein de sujets dans ce sens qu'on est capable d'analyser et de justifier aussi. Et dernier point sur la modulation des objectifs, c'est le coût disproportionné. Donc on met en place une action, mais au final, cette action-là, vis-à-vis le gain qu'elle va générer, ça va être un gain disproportionné. Aujourd'hui, sur cette partie-là, on a trois niveaux. On a un premier niveau qui est en lien direct avec l'enveloppe. Donc tout ce qui est travaux d'enveloppe ont un seuil de 30 ans de retour sur expérience, de retour sur investissement. C'est-à-dire que si on est inférieur à 30 ans en matière d'investissement, on est considéré comme OK, donc c'est bon, il n'y a pas de sujet. Mais si on dépasse par rapport à l'action 30 ans, là, on a un sujet et du coup, on peut justifier une modulation. Le second point, c'est les systèmes. Donc, sur les systèmes, on a 15 ans. Et en troisième catégorie, enfin en troisième position, c'est la régulation qui est, elle, à 6 ans. Donc je répète, 30 ans pour l'enveloppe, 15 ans pour les systèmes et 6 ans pour tout ce qui est organes de pilotage, entre parenthèses, les systèmes de GTC aussi, pour faire simple. On a des missions, ce qu'on appelle des missions connexes, donc c'est de l'assistance à la définition du périmètre, comme on a pu le voir, hein, l'assistance au renseignement de la plateforme et l'assistance à la mise à jour du dossier technique. Ce qu'il faut savoir aussi chez Decra, on est en train on a très bien avancé d'ailleurs sur une solution qui va permettre aussi de vous accompagner. C'est une solution logicielle. Cette solution logicielle, moi, je vais vous la présenter très rapidement, mais voilà, plus tard, si on sera amené à vous accompagner, on échangera dans le détail. Mais aujourd'hui, sachez que voilà, la solution qu'on est en train de développer, c'est que va vous permettre, surtout dans le cas où vous avez plusieurs sites, va vous permettre non seulement de visualiser l'ensemble de vos sites et les visualiser par typologie, et vous aurez aussi à les visualiser par consommation d'énergie. Donc, ce qui est très pertinent, en un seul coup d'œil, vous pouvez visualiser et piloter l'ensemble de vos sites. Au passage aussi, on a des fonctionnalités qui ont été paramétrées pour le décret tertiaire. Pour l'occurrence, ces fonctionnalités vont vous permettre non seulement de suivre l'évolution de votre plan d'action, d'avoir vos consommations et même derrière d'avoir et de détecter, déceler des dérives parce qu'en fait l'outil permet de remonter des dérives si jamais vous aurez des dérives dans votre site. Et par le biais aussi de cet outil, le but aussi, c'est de venir vous accompagner, vous alléger en matière de déclaration, parce qu'on est en mesure de venir chercher les consommations PDL de chaque PDL et faire l'interface avec la plateforme Opérate pour renseigner la plateforme d'une manière la plus rapide et simple possible grâce à l'outil. Donc, ça va vous permettre d'éviter voilà, de vous engouffrer dans les centaines de factures et demander au gestionnaire d'énergie. Enfin, il y a plein de sujets, c'est un vrai casse-tête les factures. Donc aujourd'hui, non seulement ça répond à cette problématique-là, et voire encore mieux parce que ça permet d'avoir un véritable outil de performance de management de l'énergie. Donc je pense que là, ça fait à peu près une quarantaine de minutes. Très bien, on a respecté un peu enfin, le timing, donc ce qui nous laissera à peu près une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions, et ça serait avec plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à la fin nos coordonnées, que ce soit mes coordonnées à moi, donc c'est Mehdi Cherchou, ou les coordonnées de mon collègue Anthony Martel, si besoin derrière, voilà, de discuter sur votre périmètre, de vous présenter des offres, de vous accompagner. Donc n'hésitez pas, voilà, de revenir vers nous. Alors Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport aux questions, voilà, comment on enchaîne. Merci beaucoup, Mélie, pour cette présentation. Bonjour à tous et à tous. On a de nombreuses questions, Mehdi, qui reviennent en ce qui concerne les zones de stockage. Donc, est-ce que D'accord. tu pourrais bien nous préciser quelles zones de stockage sont bien soumises, produits finis, non finis, revenir un petit peu sur Très bien. sur Oui, la partie de stockage en termes d'accord. de jours.
et savoir si une zone de stockage extérieure type Barnum serait soumise ou non au décret tertiaire. Ce qu'il faut savoir déjà, pour les zones de stockage, euh, les zones de stockage, là, on stocke la matière première, donc la matière qui rentre en lien direct avec le process. Ces zones-là sont considérées comme des zones annexées au process. Donc, ces zones-là ne sont pas sous le périmètre des critères tertiaires. Donc, ça, c'est, voilà, première réponse. Matière première, stockage en lien direct avec le process, on ne va pas comptabiliser ces zones-là dans le décret tertiaire. Par la suite, stockage classique. Donc, en gros, soit on stocke nos produits, généralement produit fini ou voilà un produit intermédiaire. Et si on stocke le produit fini avec une notion supérieure à 5 jours, donc il est sur place, une fois qu'il sort, il est à l'intérieur de cette surface, il va passer plus de 5 jours sur place. Ça va être considéré comme un stockage qui est en fait, assujetti au décret tertiaire. Donc la notion de 3 à 5 jours, c'est une notion réglementaire qui définit un stockage en flux tendu d'un stockage qui n'est pas en flux tendu. Et puis, pour répondre à la troisième question, ce qu'il faut savoir, c'est les surfaces qui ne sont pas en lien avec le chauffage ou pas, ça voilà, entre parenthèses, mais c'est une surface qui est juste couverte, mais qui n'est pas fermée, donc ce n'est pas un bâtiment, c'est une surface, c'est un espace extérieur, ben c'est un espace qui n'est pas considéré comme un bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, la réflexion de base, c'est qu'on cherche à optimiser des bâtiments. Et voilà, du moment, si on est sur un espace ouvert vers l'extérieur, donc un espace, voilà, on vient stocker des éléments, mais c'est un espace qui est ouvert, c'est pas un bâtiment en tant que tel, ben, c'est une surface qui n'est pas considérée dans le périmètre des critères tiers. Voilà, je pense, pour cette Et question-là. merci pour ce retour, Mehdi. Toujours pour parler des surfaces assujetties ou non, on a des exemples de sites industriels ou non, avec un stockage qui est de l'autre côté de la rue, par exemple, du site. Donc, comment cette zone de stockage est assujettie ou non, ou associée au bâtiment? Et peux-tu revenir un petit peu sur la nuance de surface assujettie, de partie tertiaire sur un site industriel? Oui, c'est une bonne question parce que techniquement, aujourd'hui, bon, comme c'est une surface qui est en face, je vous avoue, il va falloir confirmer cette information. Mais de base, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes sur le même site, vous n'êtes pas forcément sur la même unité foncière, mais vous êtes vous regroupez en fait vous avez le même fonctionnement. Et donc là, potentiellement, cette surface-là, après, il faut voir, c'est vraiment du cas par cas. Il faut analyser ça, vraiment, c'est un vrai cas. Donc, je ne peux pas donner une réponse générique comme je l'ai fait pour les autres, parce que c'est une réponse qui nécessite en fait d'analyser ce cas-là précisément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que soit on est sur une unité foncière et ce stockage-là, même s'il n'est pas sur la même unité foncière, mais c'est considéré comme le même site, et donc là, on va venir le rajouter, cette surface de stockage, on va venir la rajouter dans le périmètre des critères tiers. Et soit au final, on est considéré comme deux sites séparés. Et dans ce cas-là, bah, c'est des surfaces qui sont séparées. Mais sauf que dans un site industriel, ce n'est pas des sites séparés parce qu'en fait, c'est le même site. Mais attention, il n'y a pas vraiment une réponse générique à cette question. Pour avoir une véritable réponse, je pense que après le webinaire, ou enfin là, la personne qui a posé la question peut prendre attache avec nous et on pourra analyser ensemble son périmètre et déduire et définir en fait s'ils sont assujettis ou pas. En Voilà. effet, je te confirme avoir déjà eu le cas. Par exemple, on était sur un site industriel, donc on avait toute la partie production, siège d'un côté, et de l'autre côté de la rue, on avait toute la partie stockage qui est intimement liée à l'adresse du site. Donc en Très bien, effet, cette voilà. partie stockage est à prendre en compte. Mais Parfait, après, c'est si ça. le stockage a une autre nomination ou autre, comme tu as pu l'expliquer, en effet, cette zone sera hors contexte, Mm. enfin,
non additionnés à la partie assujettie de l'autre côté. Tout à fait. Et après, voilà, enfin, franchement, moi, je vous invite, là, on essaie de vous orienter, de vous guider, mais parfois, il y a des sujets pour lesquels il faut voir ça, c'est du cas par cas. Voilà. Il ne faut pas aller directement pour dire, ah oui, en fait, c'est ça, ça, comme ça et comme ça. Non, non. Là, aujourd'hui, on est là et on est disponible aussi pour vous accompagner. Donc, on a essayé de mettre en place ce webinaire pour vous éclairer, mais sachez que parfois, il y a des sujets où c'est un peu ambigu. Donc, la meilleure réponse, c'est d'analyser le cas concret. De nombreuses questions reviennent également, Mehdi, en termes d'instrumentation. Oui, Certains de nos clients n'ont pas de sous-comptage ou autre. Comment oui, faire pour calculer cette consommation? bah oui. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, à votre niveau, enfin, entre parenthèses, je pense que vous ne saurez pas en mesure de la calculer, cette consommation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, par le biais de l'instrumentation, parce que quand on arrive sur un site, on fait une expertise énergétique, on déploie pas mal d'équipements de mesure sur le site, et derrière, on récupère la data, et c'est grâce à des analyses qu'on fait chez nous en interne qu'on est capable de tracer une trajectoire de consommation et d'isoler les différents bâtiments en fonction de leur consommation. Donc aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si elle est claire cette réponse, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est des éléments, équipements d'instrumentation avec de la data qu'on récupère et qu'on analyse. Nous, généralement, on met l'instrumentation en moyenne, hein, entre 2 semaines, voire on peut aller jusqu'à un mois. Et puis derrière, on vient en fait par le calcul générer des consommations sur l'équivalent d'une année. Donc voilà comment nous, chez Decra, on fait. Bien. En termes de surface soumise par le décret tertiaire, peux-tu nous rappeler quelles sont les zones à prendre en compte? On a des questions à savoir si les data centers sont à prendre en compte dans le décret tertiaire, tout ce qui est locaux sociaux tels que salle de pause, vestiaire, restauration. Oui, sachez que oui, les data centers sont soumis, parce qu'en fait, je pense que c'est les premiers même qui sont concernés vu leur consommation. Et puis, hormis leur consommation, en fait, leur potentiel aussi, ils ont un très très beau potentiel d'économie d'énergie. On peut faire des choses très sympas dans un data center en termes d'optimisation énergétique. Donc, oui, ces espaces-là sont concernés. Par la suite, on a l'aspect enfin, de vestiaire, RIE, en fait, oui, ils sont aussi sous le décret tertiaire. Ils font partie, voilà, comme on a pu le voir, soit ils font partie des bureaux, soit ils font partie de l'aspect restauration. Et on a pu voir dans notre exemple dans lequel on avait affiché, je pense, revenir très rapidement, afficher les surfaces. C'est plus simple. Voilà, non, ici. Voilà. Tac, je pense ici. Ah non, tac, tac, tac. Ah oui, c'était ici. Donc là, on peut voir très concrètement que ici, par exemple, on avait considéré que c'était un restaurant de 300 mètres carrés. C'est juste un exemple, hein, bien entendu. Et en fait, dans cet exemple-là, vous pouvez voir qu'on a bien considéré dans le périmètre l'espace restauration. Donc restaurant d'entreprise, même les salles enfin, destinées pour enfin, les personnes syndiquées, ou enfin peu importe. En fait, c'est des surfaces de bureaux parce que les salles, au final, c'est quoi ces salles? Là, c'est des salles de réunion, c'est des bureaux. Donc, c'est des surfaces qui sont intégrées à cette partie-là tertiaire, y compris ben, tout ce qui est restauration et autres. Et même en fait, au passage, même les douches, quand on a des douches, on a des douches je sais pas, dans un bâtiment tertiaire, on peut avoir des douches. Ben oui, même dans un entrepôt de logistique aussi, on a des surfaces, par exemple, de douches, aussi, pareil.
Et peux-tu nous confirmer, Mehdi, qu'un laboratoire d'essai, tout ce qui est zone R&D, etc., est bien partie process et non incluse à la surface des critères tertiaires? Ah, bonne réponse, bonne question, Anthony. C'est une question qui n'est pas simple. Non, non, en vrai, c'est une excellente question parce que il y a un sujet en fonction du code 9 et donc de l'identification de l'activité. Donc, si on est identifié comme site logistique ou un site tertiaire, donc là, si on a quelques voilà, éléments de R&D dans le bâtiment, bah, cette partie-là, elle est concernée. Maintenant, si on est identifié comme un vrai laboratoire de R&D appartenant à un site industriel, donc voilà, c'est en fonction du NAF. Là, par contre, cette partie-là va être isolée aussi par la mesure. Donc, je donne un exemple. On arrive sur un site industriel, on a de la R&D, on a un client d'ailleurs qui fait de la R&D, je ne vais pas le citer, mais enfin, ils ont un très très grand site où ils font que de la R&D. Enfin, voilà, ils travaillent en lien direct avec Volkswagen, Renault, machin, donc ils font de la R&D dans le monde de l'automobile. Et ce client-là, dans son site, a l'équivalent de 3000 ou 4000 mètres carrés de bureaux et l'équivalent de 2500 mètres carrés d'R&D. Et dans ce site-là, qui était lui concerné par le décret tertiaire, donc on a été obligé à faire du mesurage pendant un certain moment et mettre en place voilà, une forme de répartition. Et on a analysé pour isoler la consommation de la R&D, de la consommation tertiaire. Et dans ce cas-là, pour répondre précisément à la question, la partie R&D sous un site ou dans un site, comment dire, dans un site industriel n'est pas concernée. Donc, l'inverse est vrai. Donc, si on est dans un site avec de la R&D dans un site tertiaire, bah là, on est obligé de faire avec. Et question qui s'y rapproche également, Mehdi, en ce qui concerne des locaux de maintenance ou entretien de véhicules. Bonne question. Pour l'entretien de véhicule, je vous avoue que je ne sais pas donner une réponse là tout de suite. Mais Il après, me la semble personne, que tout ce qui touche à la maintenance véhicule n'est pas une activité primaire ou secondaire et bien inclus dans la partie des critères tertiaires. Donc là, tout à fait. comme tu as pu l'expliquer avec le code NAF, il sera très important d'approfondir la recherche vis-à-vis de ces éléments-là. Très bien. Bah, après, voilà, je vais compléter. C'est pas qu'on ne sait pas répondre, on sait répondre, mais voilà, sachez que pas forcément on a 100% de la réglementation comme ça en tête. Mais voilà, la personne qui souhaite le savoir, il n'a qu'à se rapprocher de nous. Nous, on a nos outils et on peut lui apporter la réponse tout de suite, enfin, pratiquement voilà, du tac au tac, donc il n'y a pas de sujet. Sauf que parfois, voilà, quand je n'ai pas l'information, bah, je préfère dire que je n'ai pas cette information, tout simplement. Mais oui, voilà, enfin, comme tu as fait le lien, au final, ça va jouer au code NAF. Et sachez qu'en termes de sous-catégories, il y a quelques mois, la DHUP et l'ADEME, ils ont fait un travail assez remarquable pour venir en fait identifier l'ensemble des sous-catégories. Et je vous promets qu'il y a une centaine de sous-catégories. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne sais pas, parce qu'il y a une centaine, je ne peux pas tous les retenir. Mais oui, il suffit juste de retrouver la sous-catégorie. Mais techniquement, comme il l'a bien précisé Anthony, vous êtes potentiellement concerné. Très bien. Donc là, on était sur toutes les questions techniques, entre guillemets, sur l'assujettissement. On va parler un petit peu sur les 5 dernières minutes qui nous restent, Mehdi, si tu le veux bien, sur la partie base opérate. Mhm. Peux-tu nous expliquer, avant qu'on parle de la base opérate, nous indiquer jusque quelles années, entre guillemets, nous pouvons prendre l'année de référence, Oui. quelle année privilégier et comment? Donc, pour répondre à la première partie de la question, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est en capacité de justifier la consommation de l'année de référence qu'on va choisir
Donc, on peut choisir cette année de référence. Donc, voilà, il faut garder sous le coude les factures. Il faut bien les justifier. Donc, si on choisit une année, il faut être en mesure de la justifier. Donc, ça, c'est important. Après, sur l'intervalle ou sur en fait la période du choix de l'année de référence, le choix, il se fait entre 2010 et 2019 pour l'année de référence. Donc, par exemple, si vous voulez choisir 2020 comme année de référence, ça ne va pas être possible. Exception faite pour les sites qui n'avaient pas de consommation, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas édifiés à cette époque-là, donc qui n'existaient pas tout simplement. Ces sites-là, si leur première année d'exploitation, c'est par exemple 2020, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement prendre l'année de référence 2020. Donc, c'est la première année d'entrée en exploitation. Par contre, pour les anciens sites, vous avez le choix entre 2010 jusqu'à 2019. Donc, vous avez 10 ans. Après, comment choisir l'année de référence? L'année de référence, c'est un calcul qui est fait et avec plusieurs, on va dire, variables, notamment l'impact de la variation climatique. Et nous, derrière aussi, on fait un calcul aussi pour analyser un peu la finesse de la régulation vis-à-vis l'impact climatique. Et donc, en fonction de plusieurs paramètres, on vient déduire et calculer, si vous voulez, la meilleure année de référence. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Après, il y a d'autres analyses, hein. Au final, en fait, ça, c'est l'analyse de base. Mais après, voilà, enfin. Parce qu'il n'y a pas que ces éléments-là, il y a d'autres éléments que nous, parfois, en fonction des données qu'on a, qu'on peut prendre en considération. Par exemple, s'il y a eu un investissement dans le site et on sait que c'est pour cela que je parlais de l'importance de l'instrumentation, parce que vous allez voir, ça n'a rien à voir, l'instrumentation et la de référence, mais je vais vous dire et je vais prouver en fait techniquement qu'il y a un lien qui est important. Si le talent de consommation avec des données qu'on a, en fait, ce qu'on appelle les pointes des minutes, donc les pointes de réseau. Si on arrive à récupérer ces éléments-là et on s'aperçoit que le client a fait dans le temps un investissement sur son parc ou sur ses data centers, on va dire, ou sur comment on appelle ça, ces serveurs, voilà, excusez-moi. Donc, on peut voir que le talent, par exemple, a été modifié et il a baissé. Donc là, c'est un critère aussi qui est très pertinent à analyser parce qu'on sait que peu importe ce qui va se passer dans le temps, le talent de consommation ne va pas évoluer et c'est pas accidentel. Par contre, c'est une constance, c'est dans le temps. Et le fait d'avoir fait un investissement qui a permis de revoir, d'optimiser le talent de consommation, ça va nous fournir aussi un élément supplémentaire pour mieux choisir cette année de référence. Voilà. Eh bien, pour approfondir ton développement, que peux-tu nous dire sur un groupe de 2 bâtiments qui, pour lequel il y avait un siège ainsi que des bureaux en location? Ces 2 bâtiments ont été jumelés en un seul en 2021. Quelle année de référence est-il possible de prendre? Avant l'année 2021, que les 2 bâtiments soient jumelés, ou on peut prendre la nouvelle implantation en cours? Je sais pas trop quoi répondre parce qu'en fait, c'est une question qui mérite réflexion. Et donc là, tout de suite, je pense que je vous avoue que c'est pas une question de la répondre là tout de suite dans un webinaire. Ce cas-là mérite réflexion, donc je sais pas. Je préfère ne pas répondre que dire parfois n'importe quoi. Donc je sais pas. Après, de ton côté, je sais pas si tu as idée, mais moi personnellement, je pense que c'est un cas qui mérite réflexion et je préfère Exactement. ne Dans, pas. dans tous les cas, toutes les questions pour lesquelles nous n'aurons pas répondu, nous ferons une petite foire aux questions pour lesquelles nous apporterons les Tout à réponses. fait. Et la moindre interrogation, vous avez nos coordonnées qui sont affichées. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Nous pourrons bien entendu y répondre par la suite. Dernière petite question, Mehdi, en ce qui concerne la base Opérate, de nombreux clients ont essayé à ce jour de s'y connecter. Comment peuvent-ils choisir entre une consommation de référence ou une consommation absolue?
Et est-ce normal que la partie entreprise tertiaire ressort alors qu'on est sur un site industriel? Ah, ça, c'est juste les petits ajustements, mais ça devrait aller sur cette partie-là. Après, pour le choix, en fait, le choix, attention, techniquement, c'est pas, il faut que vous soyez accompagné quand même par un sachant pour faire ce choix-là de partir sur l'année, enfin sur une consommation absolue ou une consommation en référence, donc en pourcentage. Donc, pour faire le choix, ben, il va falloir calculer déjà et faire l'état des lieux de vos consommations de base parce qu'il n'y a pas une réponse. Là, par contre, moi, je suis en mesure de vous répondre tout de suite. Il n'y a pas une réponse simple et il n'y a pas une réponse unique à ce cas-là. C'est du cas par cas parce qu'on a une signature énergétique par bâtiment et on a un comportement pour chaque bâtiment. Donc, il n'y a pas une seule réponse. La seule vraie réponse, c'est de connaître sa situation initiale et derrière, avec l'analyse, on sera amené à savoir est-ce qu'on va partir sur le coefficient absolu ou le coefficient relatif. Et dernière question, Mehdi, peux-tu, à ton sens, expliquer quelle consommation serait la plus intéressante à prendre entre la consommation de référence et consommation absolue, et si oui, dans quel cas? Il n'y a pas de réponse à cette question parce que tout simplement, si on se trompe, si on se trompe de coefficient, c'est au final catastrophique parce que tout simplement, l'écart est tellement important que ça va générer une dépense juste extraordinaire en termes de plan d'investissement. Donc, au final, il n'y a pas de question. En fait, on est sûr et certain quand on fait le choix. Il y a pas, après, sur ça, je tiens à vous rassurer, il n'y a pas de marge d'erreur, il n'y a pas d'erreur parce que les calculs ils sont très très précis. Donc, il n'y a pas de raison de se tromper. Donc on sait exactement, et moi au passage je me permets de vous rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on est sur un bâtiment qui est énergivore, tout de suite on s'oriente vers un coefficient relatif. Et quand on est sur un bâtiment performant, on va s'orienter techniquement vers le coefficient absolu. Ceci dit, c'est pour cela que voilà, je mets le lien avec la situation initiale du bâtiment. Voilà. Bien, Mehdi, merci beaucoup pour cette présentation et toutes les réponses à toutes ces questions. Je me répète, nous vous invitons bien entendu à ne surtout pas hésiter à nous contacter pour la moindre interrogation ou accompagnement en termes de décret tertiaire par la suite. Tout à fait, et on vous remercie de votre temps. Et ben, sachez que on est disponible, nos équipes sont disponibles aussi pour vous accompagner et vous apporter ben, les meilleures réponses possibles.